C'est comme ça que font les pisteurs en Afrique pour faire venir la viande. Et en principe, les autres animaux croient que c'est une bête, soit qui appelle le mâle, une femelle, soit une bête attaquée par un aigle ou autre. Et alors toute la viande arrive, les gorilles, les serpents, les boas, tout. Et en général, ça marche. Ici, ça marche un peu moins, d'ailleurs, la preuve, vous voyez, ils ne sont pas venus, mais peut-être parce qu'ils sont très loin. Mais en général, ça, c'est un pisteur africain qui m'a appris ça, et ça marche assez bien. Les sons, oui, les sons. J'ai refusé pendant des années à faire autre chose que du son en Afrique. Je voulais conserver la pureté de ce son, et je n'ai même pas fait d'image, même pas de photos, je ne voulais pas. Je l'ai regretté d'ailleurs après, parce qu'il y a des choses qu'on ne verra plus jamais, plus jamais. Mais le son, c'est la vie. Tout a commencé en 1951. Je suis entré à la radio par accident. C'est-à-dire qu'il y avait un concours d'auteurs. Je n'étais pas auteur, je ne savais pas ce qu'était la radio et j'ai écrit. J'ai envoyé une pièce que je croyais radiophonique. Et bon, ça a marché et j'ai été pris immédiatement. Je suis entré comme auteur pour écrire des dramatiques, pour écrire des feuilletons et des choses comme ça. Jusqu'en 1958, date à laquelle on commençait à parler des indépendances de l'Afrique et former le personnel, le futur personnel de l'Afrique. Alors on m'a demandé de donner des cours à des Africains, puis je suis allé sur place, bien entendu, donner des cours en Afrique, et le méchant virus de l'Afrique m'a pris et ne m'a plus quitté. Mais je ne restais jamais en Afrique. Je restais 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis je revenais. Je n'ai jamais quitté mes activités radiophoniques, c'est-à-dire qu'en alternance, je faisais du reportage, et puis je revenais ici, je refaisais de la production, des dramatiques. Alors ça a été les grandes époques de L'Oreille en coin, par exemple, qui a duré 14 ans. Ça a été la grande époque des grandes heures du XXe siècle, avec mon ami Michel Godard. Il y a des dates, évidemment, les balcons sur le rêve qui ont été le début, avant la stéréophonie, le début de la recherche véritablement radiophonique. J'ai fait les premières émissions en stéréophonie, et voilà que maintenant, 33 ans après, je fais les premières émissions en Dolby Surround. France Inter, il est 15h04. Les Chroniques sauvages de Robert Arnault. Champollion, l'homme qui nous a rendu des millénaires d'histoire. Chronique sauvage, ça n'est pas obligatoirement l'histoire du passé, ça n'est pas une émission d'histoire, puisque nous choisissons parfois, effectivement, on peut parler de Cléopâtre, mais on peut parler d'un événement qui est en train de se produire. La semaine passée, par exemple, nous avons fait un reportage sur le singe soleil qu'on vient de découvrir au Gabon, il y a à peine 3 mois. Non, pas du tout, on s'enferme, nous n'avons aucune barrière, absolument aucun obstacle. Nous pouvons naviguer, et c'est en cela que ça renouvelle sans arrêt, évidemment, cette émission. L'an 1790 et le 23e jour de décembre a été baptisé Jean-François Champollion, du légitime mariage de Jacques Champollion, marchand libraire, et de demoiselle Françoise Goualier. Si je suis satisfait de l'émission d'aujourd'hui, il va falloir que je l'écoute d'abord, parce que je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je vais l'écouter. Je crois que oui, quand même. Je crois que oui. Parce que, sans avoir la prétention d'avoir appris beaucoup de choses aux auditeurs, si nous lui donnons envie
d'en savoir plus sur Champollion, on a gagné. C'est ça notre vocation de média. Nous ne sommes pas là pour faire des cours et pour apprendre. Pour ça, il y a des professeurs et il y a des livres. Moi, je suis chargé de donner envie à mon auditeur d'aller chercher la vie de Champollion ailleurs. Si j'ai réussi ça, j'ai gagné, j'ai fait mon métier. Je crois qu'aujourd'hui, oui, on a fait notre métier. J'ai dû passer vraisemblablement 25 ans en Afrique, pas à temps plein, mais disons 6-7 mois par an. Et quelques temps aussi, quelques années dans les autres continents et notamment l'Asie. Mais enfin, disons que c'est l'Afrique surtout qui a été mon continent de prédilection. Des années, disons, 60, à partir de l'indépendance de l'Afrique, jusqu'en 85, date à laquelle je me suis arrêté. Enfin, je me suis sédentarisé de nouveau, disons. Au début, il ne s'agissait pas de reportage. Dès les années 60, l'Afrique a demandé que l'on fasse une sorte de collecte de tradition orale de tout le continent. Et il y a eu 4 ou 5 fous comme ça dans le monde qui se sont portés volontaires, dont moi. Et voilà, nous sommes partis à la conquête finalement de cette Afrique traditionnelle. Voilà, ça c'est une des dernières chasses au filet qu'on ait enregistrées. Les pygmées Aka chassaient autrefois au filet. Et lorsque la bête était repérée, on partait dans une clairière ou autre, et on partait de très très loin. Et il y avait 20, 25, 30 chasseurs avec des filets qui la cernaient. Et de loin en loin, ils poussaient des cris pour affoler la bête. Alors vous avez entendu les appels et les réponses. Et on avance petit à petit, on resserre le cercle. Resserre. Alors on voit la bête qui commence à regarder un peu partout, puis qui commence à se jeter dans un sens, dans l'autre. Le cercle se refermant, la bête est affolée, et là elle tombe dans les filets évidemment, et on l'assomme. Et Léon Blum, sortant de l'Assemblée nationale, dans la voiture de son ami Georges Monnet, qui devait devenir son ministre de l'Agriculture. Ah oui, je trouve que ça traîne trop. C'est-à-dire qu'il faut dire ça en moins de temps. Et la couture a tendance à répéter un tout petit peu. Alors je vais faire un repérage ici. Voilà. Comme ce qu'il va dire à propos de Léon Blum, il l'a déjà dit. Je vais enlever tout ça. Quittant l'Assemblée nationale, après le boulevard Saint-Germain. Tout ça, il l'a dit. Et ceux qui suivaient les funérailles de Jacques Bainville étaient rassemblés boulevard Saint-Germain, à peu près à la hauteur du ministère de ce qu'on appelait le ministère de la guerre à cette époque. Et la voiture... Voilà, là je reprends là, parce que là c'est de l'action. On a parlé de la voiture, on reprend ici la voiture. Tout le reste, c'est une parenthèse que je vais faire sauter. Voilà. Et théoriquement, je dois avoir ici et là une continuité de l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé beaucoup plus rapide que ce qu'avait fait Jean Lacouture. Voilà. Et ça donne ceci. Qui devait devenir son ministre de l'Agriculture. Et la voiture de Monnet et Blum a été prise dans cette foule. Dans cette foule, a commencé à grommeler qu'une voiture vienne... Le montage n'est pas très bien fait, hein, on l'entend. Mais ça, je ne m'en soucie guère. C'est mon assistante ensuite qui va fignoler. Moi, pour l'instant, je fais la synthèse des choses et il n'y a que l'histoire qui m'intéresse. Après, on fera le fignolage, l'habillage. De tous ces voyages, finalement, je n'ai ramené que très peu de choses parce que je ne suis pas un collectionneur et j'estime que les objets n'ont pas de valeur si elles ne sont pas rattachés à quelque chose de personnel. Les rares objets que j'ai ramenés, d'Afrique surtout, il faut bien le dire, sont des objets qui ont une histoire qui m'appartient. Ainsi, par exemple, voilà un objet tout simple, qui ne vaut rien du tout, qui est une sanza, c'est-à-dire l'instrument de la solitude quand on se promène seul dans la forêt ou dans la savane. Alors en général, tout ça est fait avec du bambou, est fait très joliment. Et là, c'est un de mes camarades, un de mes pisteurs qui travaillait avec moi
et qui m'a fait ça tout simplement avec le bois de récupération qu'il a pu trouver et des rayons de bicyclette qu'il a martelés tout simplement. Alors évidemment, tout ça n'a pas de valeur, mais pour moi ça a une grande sentimentale. Ça évidemment c'est encore plus rare, c'est le panier d'un guérisseur, le guérisseur à Chigundagunda. Alors il a une particularité, c'est que là-dedans, ils mettent en quelque sorte ses fiches. Ces fiches, ce sont des brochettes, tout simplement, des aiguilles qu'il taille avec un couteau, comme des brochettes exactement, et qui représentent en quelque sorte le diagnostic qu'il a fait sur vous. Et lorsque vous partez, il met sa brochette dans le panier, et si la brochette devient noire, un jour, il sait que vous avez disparu. Les livres occupent forcément dans ma vie une place importante. D'abord les livres qui ne m'appartiennent pas, mais dont je suis obligé de me servir pour ma documentation. J'avale une moyenne de 3 à 4 bouquins par semaine, par sujet. Donc je suis obligé de lire vite et de lire beaucoup. Et puis j'écris, oui aussi j'écris. Pendant très longtemps ça a été des livres de voyage, ça a été l'Afrique du jour et de la nuit, ça a été l'arbre à deux branches, ça a été sur les traces de Stanley, qui représentent mon travail en quelque sorte pour laisser une autre trace que la trace finalement sonore. Donc ces livres sont très importants. Et pour la première fois en mon âge, si j'ose dire, j'ai écrit mon premier roman. Cette histoire qui m'a été soufflée par un de mes voisins dans les Pyrénées, qui était le félibre majoral de la Gascogne, c'est-à-dire l'équivalent de Mistral, qui s'appelait Monsieur Camélat, et qui parlait le plus souvent en gascon, m'a raconté une grande partie de cette histoire en gascon, et m'avait demandé de la réécrire. J'ai tenté de le faire en gascon, puis je ne maîtrisais pas suffisamment la langue. Alors de mouture en mouture, d'année en année, ce gascon s'est francisé jusqu'à arriver à une version tout à fait française, mais ça a mis 40 ans. Donc le livre a 40 ans et il est tout neuf. Et pour moi c'est très important parce que non seulement c'est mon pays, ce sont les traditions, encore les traditions qui reviennent, les traditions de ma vallée à la fin du siècle dernier, mais c'est aussi toute ma jeunesse. Alors ici ce sont les archives. Voilà, 30 ans de mémoire, 30 ans de souvenirs qui sont là entassés. Je dis bien entassés parce que vraiment le jour où je vais disparaître, tout ça va disparaître en même temps. Parce que ça n'est classé que dans ma tête. Il faudrait évidemment y travailler pendant des mois, et ça c'est pratiquement impossible. Alors moi je vois très bien, si je prends cette boîte, si évidemment je retrouve un titre, j'ai immédiatement une image, je sais ce que c'est, mais il n'y a que moi qui le sais. Et un jour, un de mes amis, qui est sociologue à Nanterre, m'a dit « mais il y a une solution, je vais faire venir un étudiant qui va faire un mémoire là-dessus, il va t'aider, il va classer tout ça. » Alors l'étudiant est venu, évidemment, il a travaillé, il était très gentil, mais chaque fois qu'il trouvait un document, il ne savait pas ce que c'était. Alors il descendait pour me poser des tas de questions, et finalement, j'avais le double de travail que si j'avais fait le travail moi-même, donc j'ai laissé tomber, et tout ça un jour va disparaître. Voilà un souvenir extraordinaire. C'est une des grandes missions en Afrique qui a duré des mois, le recueil de la tradition orale. Et quand j'ouvre, au hasard, je tombe sur quelque chose comme ça, par exemple, ce qui n'a l'air de rien pour personne. Pour moi, c'est un souvenir absolument inouï. J'étais dans un tout petit village du Zaïre que je ne connaissais pas, le hasard m'avait entraîné là. Et il y avait au pied de cet arbre dont on voit une branche, il y avait un bonhomme qui était une sorte de voyant, de magicien. Il avait suspendu à cette branche, cette petite ficelle, avec en bas une corne de gazelle, et tout le long de la ficelle, coulissant, une petite calebasse. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit « ça c'est mon miroir. Avec ça, je peux voir ce que je veux, où je veux, quand je veux, même dans le temps. » Et il a fait l'expérience pour moi. Il a lancé la petite calebasse vers le haut, le long de la ficelle, et brusquement, en redescendant, la calebasse s'est arrêtée net, comme s'il y avait un nœud, et il a interprété. Et il m'a dit « je ne comprends pas, parce que tu es blanc, je vois ta femme blanche, mais je vois une fille noire. » Il ne pouvait pas savoir que j'avais une fille adoptive africaine. Voilà. Alors quand on parle de mémoire,
Voilà une image pour moi extraordinaire. C'est un des tout premiers Nagra, c'est-à-dire que c'est mon premier instrument de travail. Voilà, c'est en tournant cette manivelle que j'ai commencé, au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. On a fait le premier, pas reportage, le premier sondage, si l'on peut dire. Les gens ne savaient pas ce que c'était, on ne voyait pas de fil, donc les gens marchaient, ils étaient étonnés. L'appareil de photo, ça surprenait, ça, pas du tout. Donc ça marchait très 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 bien. Et c'est là qu'on a compris que c'était une révolution. Brusquement, on avait une autonomie. Plus de camions, plus de fils, plus de câbles, plus rien. On pouvait se balader. Et ça a été une révolution non seulement dans le domaine de la radio, mais dans d'autres domaines. Par exemple, dans l'ethnologie. Vous imaginez, à partir de ce moment-là, on se baladait dans le monde entier avec ça sur l'épaule. On pouvait enregistrer tout ce que l'on voulait. On pouvait contrôler après. On pouvait faire contrôler. On n'avait plus de carnet, on n'avait plus de crayon. C'était fabuleux. Fabuleux. Voilà. Alors là, venez voir. Ça, c'est un grand souvenir. Vous voyez, par cette fenêtre, on plonge dans le studio 114. Dans les années 63, 64, 65, je faisais une émission qui s'appelait Le Cabaret de l'Absurde. Et là, on avait une équipe de rigolos qui portent des noms bien connus maintenant, évidemment, qui s'appelaient Marielle, Virlogeux, Dufilo, Carrel, Paul Prébois, Rosivart, tous ces gens-là. Bref, une équipe vraiment qui n'engendrait pas la mélancolie. Et là, pendant toute une journée, on disait les textes d'humoristes du monde entier de toutes les époques. C'était des crises de fou rire extraordinaires. Et il y avait aussi des chansons de type aussi fou que nous, qui arrivaient des cabarets d'un peu partout. On faisait des expériences. Et un jour est arrivé un personnage très étrange qui avait un pantalon assez dégueulasse, qui avait des sandales, des charentaises, je me souviens. Et il est venu me dire, est-ce que c'est ici qu'on fait une émission de fous? J'ai dit oui. Alors, me dit-il, j'ai quelque chose pour vous, je crois. Il avait sa guitare à la main. On lui a dit, allez-y, mettez-vous là. Il s'est mis à chanter. C'était Bobby Lapointe. Voilà, là. Et bien après le musée, après le passé, le présent et surtout le futur, voilà, ici, au studio 119, il y a 32 ans, on faisait les premiers essais pour les émissions en stéréophonie. Et puis, 32 ans après, il a fallu attendre 32 ans pour avoir cette nouvelle révolution. Voilà, ici, au studio 120, on vient de faire la première émission en Dolby Surround. Voilà, en 3 dimensions. Eh bien, en janvier 96, s'est terminé effectivement ici, dans ce studio expérimental, la première expérience mondiale de radio, bien entendu, en numérique et en Dolby Surround. Alors la différence, le numérique, tout le monde sait ce que c'est, encore qu'on s'est servi d'appareils extrêmement performants, qu'on n'a pas habituellement, mais le Dolby Surround, c'est tout simplement une spatialisation du son différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mono qui vous prend de face ou une stéréo qui vous prend à 60 degrés, là brusquement on ouvre le cadre, on se trouve à plus de 180 degrés avec même le son qui passe au-dessus de votre tête, vous avez du son sur les côtés et brusquement l'auditeur devient l'acteur. C'est un relief, vous avez en quelque sorte un son en relief. L'avenir de la radio, ou plus exactement l'avenir de cette maison, car je n'ai jamais travaillé que dans cette maison, dans le service public. Je le vois un peu différemment de ce que les autres peuvent le voir peut-être. On parle beaucoup de quantité d'auditeurs, d'audimat. Je ne pense pas que ce soit ça l'avenir. Je pense que l'avenir d'un service public, d'une maison comme la nôtre qui en a les moyens, c'est la qualité. Faire de la qualité ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est comme ça que nous allons nous distinguer. Quant à moi, j'ai fait beaucoup de choses, vous venez de le voir, dans cette maison, mais je n'ai jamais considéré que je faisais un métier. Je me suis amusé toute ma vie dans cette maison et partout dans le monde où cette maison a bien voulu m'envoyer. Donc quand je vais quitter cette maison, je ne quitterai pas un métier, je ne quitterai pas une profession. J'aurai l'impression vraiment que je quitte une vieille maîtresse. Et puis quand je suis saturé de radio, de studio, alors je vais à la recherche de mon paradis. En réalité, j'ai la chance d'en avoir deux. Mon paradis d'origine, les Pyrénées, ma vallée d'Azun,
mais c'est un peu loin malheureusement pour y aller quand je le souhaite. Alors mon deuxième paradis, il est ici, au pied de la Lévrière, un des plus beaux paysages de Normandie, vraisemblablement, un rêve. Cette lévrière qui a été creusée, dit-on, à 800 mètres d'ici à peu près, par les pattes d'un lévrier. C'est très beau. Et le moulin, qui est là, derrière nous, c'est le moulin de Viseneuil. Là, les paysans venaient, depuis le XVIe siècle pratiquement, pour faire moudre le grain, pour faire moudre également le thon, le TAN, c'est-à-dire les écorces de châtaignier, pour pouvoir fabriquer cette poudre qui sert à tanner. Et puis, évidemment, ces gens-là avaient besoin de boire un coup en attendant que le grain soit moulu. Alors il y avait une petite maison là-bas, une maison de poupée, une maison de Blanche-Neige. C'est ma maison, mon rêve. Là où je viens me laver, me purger, adossé à la maison. Ils venaient boire là, en attendant un coup de cidre. Je pense que ce n'est pas un hasard si nous sommes là dans cette maison qui est la gardienne de la forêt. La forêt, effectivement, a occupé toute ma vie. C'est un symbole, la forêt. Ça, ce sont les pygmées qui me l'ont appris. J'ai beaucoup vécu dans la forêt avec toutes sortes de gens, mais en particulier avec les pygmées. Et pour les pygmées, la forêt, c'est la terre nourricière. C'est la maman. On n'appelle jamais forêt, d'ailleurs. On dit toujours la maman. Eh bien, quand je suis ici et que je m'endors, je pense à mes pygmées. Je suis dans la forêt et je suis le gardien de la forêt. J'en suis très fier. Quand on recueille la tradition orale comme je l'ai recueillie pendant des années et des années, eh bien, on se trouve en présence d'une littérature orale, si l'on peut dire, qui est parfois comparable aux plus belles œuvres écrites. Le Mvet des Gabonais, par exemple, est une chose sublime. Les chantes fables des Pygmées valent l'Iliade et l'Odyssée. C'est essentiel. Et quand j'ai fait ce métier pendant des années, cette oralité m'a tenu viscéralement, si bien que je réclamais cette nourriture orale et je la retransmettais ensuite. C'est-à-dire que je racontais aux enfants et aux enfants africains, je racontais des histoires. Et ils en redemandaient. Ça a duré 14 ans. J'ai fait comme ça le griot, si bien que les petits-enfants africains m'appelaient le griot blanc. On dit toujours aux gosses qu'il faut absolument qu'ils soient forts dans la vie, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils se défendent, qu'ils rendent coup pour coup. Je ne pense pas que ce soit la vérité. Je ne pense pas en tout cas que ce soit la vérité du XXIe siècle. Parce qu'on est arrivé, je crois, hélas, à une fin de civilisation. Et l'homme n'a jamais accepté de faire un pas en arrière. Notre civilisation est condamnée, on le sait très bien. On fait semblant de replâtrer, de trouver des expédients, mais on sait très bien que nous sommes en fin de civilisation. Ça ne veut pas dire qu'il y ait Sodome et Gomorrhe, évidemment, ou l'Atlantide. Certainement pas. Il y aura une manière de retrouver quelque chose, et j'espère de tout mon cœur que mon fils fera partie de cette génération qui retrouvera autre chose, qui retrouvera les vraies valeurs. En fréquentant l'Afrique, et quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique traditionnelle, j'ai appris à réfléchir autrement. C'est d'ailleurs pour ça que je me trouve souvent en décalage avec notre société. Mes valeurs ne sont pas tout à fait ajustées aux valeurs actuelles et à celles de notre civilisation. Peu importe, ça ne me dérange pas. Mais oui, l'Afrique pourrait nous apprendre beaucoup si cette Afrique, justement, n'avait pas un rêve. Et un seul rêve, c'est de s'occidentaliser. Alors, j'ai bien peur, malheureusement, que l'Afrique soit plus vite occidentalisée que nous n'ayons, nous, rejoint la sagesse de l'Afrique. Et cette sagesse de l'Afrique,
Il faut la laisser en Afrique. Il ne faut surtout pas l'enlever. Laissons ces conteurs, laissons ces sages en savane, en forêt, au Sahara. Vous savez comment on les appelle, ces gens? Les ramasseurs d'étoiles. Parce qu'ils sont devenus, par leur sagesse et leur connaissance, si grands qu'avec leurs bras tendus, ils peuvent ramasser, ratisser les étoiles. Ils sont en permanence dans le verger céleste. Je ne demande que ça. Je veux rester un ramasseur d'étoiles.